Donc, comme vous l'avez compris, en voyant les trois visages, moi, je me nomme donc Romain Levier. Je suis enseignant-chercheur, maître de conférence en droit privé, donc au sein de la faculté de droit de l'Université catholique de Lille. Et entre autres choses, je dirige le master donc DCP, hein, droit et contentieux privé, parcours donc intégré, master 1, master 2. À mes côtés, donc ce soir participeront deux de mes collègues, Blandine Malvé qui se présentera, je n'en doute pas, mais qui est également donc maître de conférence, professeur pardon, en droit privé et responsable du master droit de l'enfance et de la famille, ainsi que Kenza Le Safre, qui nous rejoindra un petit peu plus tard aujourd'hui, directrice donc du master droit et pratique du notariat. Donc je vous explique un petit peu comment va se passer les exposés, la conférence. Moi, je vais prendre en charge la présentation du Master 1 droit privé. Donc, Master 1, vous allez vite le comprendre, qui est commun à plusieurs parcours. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ça. Ensuite, je laisserai la parole à ma collègue, donc Blandine Malvé, qui vous présentera le Master 2 dont elle est la directrice, donc le Master 2 droit de l'enfance et de la famille. Je reprendrai la parole ensuite en tant que, pour cette fois, vous expliquer le contenu et le programme du Master 2, cette fois, droit et contentieux privé. Et enfin, Kenza Le Safre vous exposera le parcours donc DNP, droit et pratique du notariat, avec cette particularité que c'est un parcours intégré M1 et M2. Donc, c'est un parcours dédié au notariat qui recouvre donc les 2 années de master. Voilà, si tu peux passer la slide, s'il te plaît. Merci beaucoup. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez déjà, c'est qu'il n'y a pas un seul, enfin, c'est un master véritablement le plus large et étendu possible. Pourquoi? Parce que c'est un master qui a été prévu dès l'origine comme une plateforme pédagogique. Une plateforme pédagogique, à savoir un parcours, une maquette hein, dédiée, mais que cette maquette, avec certaines spécificités dont je vous explique, que je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure, qui a cette particularité d'ouvrir vers 4 Master 2 différents. Alors, ces Master 2, vous les voyez sous vos yeux, hein. D'abord, un Master 2 en droit de la santé, donc droit de la responsabilité médicale et droit de la santé. Master 2 DCP, dont j'assure la direction et dont je vous expliquerai les tenants et les aboutissants tout à l'heure. Master 2 en femme, à savoir droit de l'enfance et de la famille, vous l'avez compris, dirigé par ma collègue Blandine Malvé, et un Master 2 DMP en droit de la matière pénale. Le premier et le dernier, santé, donc droit de la responsabilité médicale et droit de la matière pénale, font l'objet de conférences et d'exposés spécifiques de la part des responsables de formation. Alors, je ne sais pas exactement quand ces conférences ont eu lieu, peut-être qu'elles ont déjà eu lieu ou pas, honnêtement, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, moi, je ne vais pas vous présenter le master en droit de la santé et le master en droit de la matière pénale ce soir. Peut-être que Euh, Florent. ouais, elles n'ont pas encore eu lieu et elles ont lieu courant de la semaine prochaine. D'accord. Courant la semaine prochaine, on vous donne rendez-vous, moi pas, mais les responsables en tout cas, pour ma collègue Lina Williat pour le droit à la responsabilité médicale et Franck Levitzak pour le droit de la matière pénale. Un parcours spécifique, donc comme je vous disais tout à l'heure, est dédié au notariat, le Master 1 et le Master 2 DPN, en fin de conférence, lorsqu'on aura peut-être vu ensemble les parcours les plus généraux. Kenza Lessa vous expliquera ce qu'elle peut vous proposer pour celles et ceux qui veulent intégrer l'INFN, l'Institut national des formations notariales, à la, à la, à la fin de leur parcours en master. La slide suivante, si tu peux. Alors, ce master, vous l'avez compris, il est divisé, pardon, en plusieurs parcours. Un parcours droit et contentieux privé, un parcours pénal, un parcours santé et un parcours enfance-famille. Cette division en 4 parcours bien distincts va avoir un impact, disons, va avoir une influence sur le master, sur la mention de votre master. Dans quel master est-ce que vous êtes inscrite à la faculté de droit de l'Université catholique de Lille? En fonction de votre choix, en fonction de votre intégration dans tel ou tel parcours, vous n'aurez pas le même diplôme.
Certains auront un master de droit privé, donc sortiront à bac+5, disons, en master 2, avec un master de droit, un master 2, donc un parcours en droit privé. D'autres qui ont suivi en tout cas ce même parcours en master 1 sortiront avec un master en droit pénal et sciences criminelles. Et d'autres, enfin, auront un diplôme en droit de la santé. Donc, très spécifique, droit privé, droit pénal, droit de la santé. Comment est-ce que vous allez pouvoir savoir dans quel master vous êtes inscrit? Tout simplement, bah déjà, forcément, ça va dépendre de votre parcours. On verra tout à l'heure si vous êtes inscrit en droit et contentieux privé, master 2, parcours que je dirige, M1 et M2, vous n'aurez pas le choix, vous aurez un master de droit privé. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce qui va donner la coloration de votre parcours et ce qui va lui permettre de lui attribuer, disons, telle ou telle mention, ça va être la matière fonda, ce qu'on appelle la matière fondamentale, la matière fonda, donc, que vous allez étudier en master 1. Les choses sont simples, hein. Il y en a deux matières fonda. Le droit civil, donc en gros, votre matière fonda, c'est quoi? C'est la matière que vous étudiez en travaux. Alors, à la Cato, on appelle ça les travaux encadrés, l'équivalent à peu près des travaux dirigés dans les autres établissements. On en propose deux au Master 1, soit le droit civil, donc, régime matrimoniaux, premier semestre, droit des successions, deuxième semestre, de pure matière de droit civil, de pure matière de droit privé. Ça veut donc dire qu'au bout du compte, vous aurez un master en droit privé. Même chose pour le master droit pénal. Celles et ceux qui s'orientent vers un parcours pénaliste Regardez, genre, prendront on avait en droit de la famille, c'est sur la plateforme Mon Master. celles et ceux qui prendront donc le parcours droit pénal suivront en TD, en TE, les enseignements en droit pénal. Donc, en feront leur matière fondamentale. Droit pénal spécial des personnes, premier semestre, en master 1, et droit pénal spécial des biens au S2. Donc, et enfin, un parcours santé, un parcours donc droit de la santé, droit de la responsabilité médicale, possibilité donc pour les étudiants qui suivent ce parcours santé de choisir soit le droit civil, soit le droit pénal. Donc de toute façon, ça n'aura pas d'influence sur la mention de leur master, puisque ces étudiants en droit de la santé, qu'ils prennent le droit civil, qu'ils prennent le droit pénal en, en matière fondamentale, auront de toute façon un master qui ne sera ni droit privé ni droit pénal, mais un master en droit de la santé, un parcours donc en droit de la santé. Si tu peux poursuivre, s'il te plaît. Alors, donc, vous l'avez compris, hein, le choix initial se fait à partir de la matière fondamentale, soit le droit civil, soit le droit pénal. Vous pouvez pas choisir, vous pouvez pas changer entre les deux. C'est-à-dire que si vous choisissez le droit civil en S1, vous allez devoir continuer le droit civil en S2. Pourquoi? Vous aurez, au bout du compte, toujours la même chose, hein, un parcours, hein, enfin un diplôme, un master 2 en droit civil, en droit privé. Donc, il ne s'agit pas de dire je change d'avis, je veux me réorienter vers le droit pénal. Donc, le but ici, c'est d'aller au-delà des TD ou des TE. Si vous choisissez les travaux encadrés, ce que nous on appelle à l'université catholique les TE en droit civil, par exemple, ça va avoir des conséquences sur également la suite de votre semestre. Parce que vous n'aurez pas qu'un simple, entre guillemets, TE en droit civil, vous allez en plus avoir ce qu'on appelle un SRA, à savoir un séminaire de recherche appliqué, soit en droit pénal, soit en droit civil, en droit privé. L'objectif, donc, vous l'avez, je pense, compris, c'est d'offrir un approfondissement dès le M1 le plus large possible, soit en droit privé, en droit civil, soit en droit pénal. Alors, ensuite, chaque parcours résonne d'une façon différente. Je vous rappelle hein, la slide qu'on avait vue ensemble tout à l'heure. Il y a 4 parcours différents. Un parcours droit de la santé, un parcours droit et contentieux privé, un parcours enfance-famille et un parcours pénal. Parmi ces 4 parcours, 2 ne laissent pas le choix à l'étudiant. Donc, parmi ces 2 parcours de Master 1, donc 2 Master 1 vous laissent pas le choix. C'est le cas du parcours que moi je dirige. Le parcours que je vais appeler avec vous DCP, droit et contentieux privé. Pour les étudiants qui sont inscrits en Master 1 DCP et qui donc s'orientent, hein, pas le choix, vers le Master 2 correspondant, le Master 2 DCP,
vous devez, il n'y a pas le choix, faire le droit civil à la fois en travaux encadrés et en séminaire de recherche. Même chose de l'autre côté. Le parcours DMP, je vous rappelle, droit de la matière pénale, logiquement, devinez ce qu'il fait, il impose le droit pénal et voilà, le droit pénal spécial des personnes et des biens en matière ATE, en travaux encadrés, et également en séminaire de recherche. Donc, les étudiants pardon, en parcours Master 1, droit de la matière pénale, n'ont pas le choix. Ils suivront les TE et les séminaires de recherche en droit pénal. En revanche, il y a deux parcours qui laissent la possibilité aux étudiants de choisir ce qu'ils veulent, soit s'orienter vers le droit civil, soit s'orienter vers le droit pénal. C'est le parcours enfance-famille que dont ma collègue Blandine Malvé est la directrice et dont elle vous expliquera un peu les tenants et les aboutissants tout à l'heure, et le parcours droit de la santé. Si vous vous inscrivez en enfance-famille ou en droit de la santé, DRM, droit de la responsabilité médicale, vous avez le choix de choisir soit l'un, soit l'autre, soit le civil, soit le pénal, en TE, travaux encadrés, ou alors en séminaire de recherche. Si tu peux poursuivre. Alors, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas évidemment à la seule matière fondamentale. Sinon, bah, ça ne vous ferait pas beaucoup d'heures quand même. Le Master 1, alors DPSC, ça veut dire droit privé, sciences criminelles. Le Master 1, droit privé, sciences criminelles, a un véritable contenu à la carte. Ça veut dire qu'une fois que vous avez soit choisi, ou alors qu'on vous a imposé, ça dépend dans quel parcours vous êtes, une fois que vous avez choisi ou imposé la matière fondamentale, civile ou pénale, vous avez un très large choix dans les matières qui vous sont proposées. Alors parfois, en fonction des parcours, ce choix sera très poussé. Vous allez avoir un très large choix, un grand éventail d'options, par exemple, en parcours droit contentieux privé. Donc en parcours, disons, hein, c'est peut-être ce qui s'oriente vers plus le droit privé général. Donc là, vous allez prendre, hein, ce ne sont que des exemples, hein, ce que vous avez sous les yeux sur la slide, droit des entreprises en difficulté, contrat de travail, droit international privé, consommation, droit à la propriété intellectuelle, etc., etc. Vous avez un très large choix de matières. Même chose, si vous vous orientez vers la voie pénale, des matières de droit pénal, il y en a beaucoup. Il n'y a pas que le droit pénal spécial. Procédure pénale approfondie, donc procédure pénale 2, histoire du droit pénal des mineurs, droit pénal des affaires, droit pénal européen, etc., etc. Donc vous voyez que vous vous dirigiez davantage vers le droit privé ou vers le droit pénal. On ne s'arrête pas à la matière fondamentale finalement. On poursuit donc cette spécialité, cette spécialisation dès le Master 1, soit vers l'un, soit vers l'autre. Ce à quoi on va ajouter encore d'autres matières qu'on appelle des matières d'ouverture. Peut-être moins spécialisées, mais des matières qui vont vous ouvrir vers d'autres enseignements que par définition vous ne connaissez pas encore, ou alors vous avez ou mal en tout cas. Là encore, ce ne sont que des exemples, hein. Droit médical, bioéthique, PIDH, donc protection internationale des droits de l'homme, droit processuel, à savoir droits fondamentaux du procès, la criminaux, le droit des étrangers, la philosophie, la théorie du droit, etc., etc. Excusez-moi, je dois faire une petite pause. Donc, tout ça pour vous dire que l'étudiant pénaliste, l'étudiant pénaliste, il va pouvoir suivre néanmoins des matières de droit privé. Sa matière fondamentale, ça sera le droit pénal spécial des personnes et des biens, S1, S2, mais il pourra suivre, par exemple, certains enseignements en droit privé. La réciproque est vraie. Moi, je dirige le master, le parcours droit et contentieux privé. J'impose donc, comme je vous l'ai dit, le droit civil en travaux encadrés et en séminaire de recherche, à savoir j'en fais la matière fondamentale. Néanmoins, beaucoup des étudiants dans ce parcours prennent toutes les matières possibles de droit pénal, parce qu'ils ont quand même cette fibre pénaliste, même s'ils sont dans un master, dans un parcours qui va leur délivrer au bout du compte, s'ils obtiennent un master en droit privé, pas en droit pénal. Donc, pas de regret. La matière fondamentale qui n'est pas choisie en TE pourra être suivie malgré tout, oui, mais pas dans le cas des TE, elle pourra être suivie en cours magistral, non assortie de TE. On vous laisse toujours la possibilité de le faire.
Enfin, et j'en finirai par là, en tout cas pour vous présenter brièvement hein, cette plateforme pédagogique, ce Master 1. Le Master 1, dites-vous que c'est une sorte de transition, c'est une année de transition entre votre L3 et le Master 2. À savoir que c'est une année qui va ressembler à ce que vous connaissez déjà en L3, à savoir faut pas se voiler la face, hein, des cours extrêmement verticaux. Hein, l'enseignant prend le micro, il vous donne son cours et voilà, et vous notez. Donc ça existe hein, forcément encore en Master 1, mais néanmoins, et ce sur quoi on souhaite considérablement insister dès le Master 1, ce sont ce qu'on a appelé des modalités pédagogiques spécifiques. Une ouverture à la recherche d'un côté et à la pratique de l'autre côté. Donc, un bon étudiant en Master 2, il doit savoir faire tout ça. Il doit savoir, à la fin de son Master 2, rechercher en droit, mettre en pratique ses connaissances et donc avoir un socle de connaissances théoriques. Ben, si vous devez savoir faire ça en M2, ça veut dire qu'on commence dès le M1. Donc, sans rentrer dans le détail, on a plusieurs dispositifs et d'abord ce qu'on appelle les SRA, les séminaires de recherche appliqués, soit en droit privé, en droit civil, soit en droit pénal en fonction de votre parcours. Comme c'est indiqué sous vos yeux, on va approfondir la discipline au moyen donc d'une initiation à la recherche. L'enseignant va vous expliquer comment est-ce qu'on recherche en droit, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que la recherche en droit? Comment on fait? Quelles sont les bases de données qui vont vous être utiles? Dalloz, Lexis, Lextinso, etc., etc. Et comment est-ce que cette, ces connaissances, en fait, cette recherche, vous allez pouvoir vous en servir dans le cadre d'un exposé, en tout cas dans le cadre de la rédaction d'un travail spécifique, dans le cadre de ces séminaires de recherche appliquée. Ensuite, et en outre plutôt, un séminaire de mise en situation en pratique. Alors cette fois, vous aurez le choix. Vous aurez le choix de choisir ce séminaire de mise en situation pratique dans une matière qui est proposée. Par exemple, DIP, droit international privé. Par exemple, dans certains parcours, pas tous, droit des entreprises en difficulté. Par exemple, enfin, droit pénal approfondi, droit pénal des affaires, etc., etc. Je supprime tout de suite là, parce que c'est tout frais de cet après-midi. Il n'y aura pas de, je vous l'indique, hein, de séminaire de mise en situation pratique en droit du travail. Donc voilà, ce droit privé, droit commercial et des entreprises en difficulté, ou plutôt orienté pénal. Ensuite, dans un troisième temps, une initiation à la note de synthèse. Donc, dès le premier semestre de Master 1, vous aurez un enseignant dédié à ça, qui vous expliquera comment, qui vous formera à cet exercice particulier que par définition, vous n'avez pas encore fait, hein, la note de synthèse, et vous aurez une épreuve à chaque semestre. Donc, une méthodologie dédiée à cet exercice à chaque semestre, et aussi une mise en situation, à savoir un examen sur table. Ça, c'est extrêmement utile de le faire dès le M1 parce que vous le savez bien que certains examens, et je pense notamment à l'examen du barreau, hein, au CRFPA, comprend une note de synthèse. Donc, plus tôt vous en faites, du moins si vous vous dirigez vers cette profession, plus tôt vous en faites, plus tôt vous serez formé à cet exercice. Et enfin, ce qu'on appelle le RTP, le séminaire de recherche thématique personnelle. Alors là, je ne vais pas développer parce qu'il est propre à chaque parcours. Moi, je fais une chose en droit et contentieux privé, ma collègue fait une autre chose en enfant. Donc, voilà, c'est pas je pense pas que ce soit le lieu de trop rentrer dans le détail de cet enseignement. Mais en tout cas, voilà, sachez qu'il existe également un module, cette fois, de recherche, donc de thématiques personnelles, donc savoir une recherche, cette fois, individualisée, faite par vous seul et l'idée, c'est de ne pas faire un travail de. Voilà ce que je pouvais vous dire en quelques minutes sur ce Master 1. Bah, je vais laisser tout de suite la parole à ma collègue Blandine Malvé, je ne sais pas si elle est là, pour vous présenter son parcours, son M2, donc en femme, en droit de l'enfance et de la famille. Merci de votre attention. Je vous reprends tout à l'heure pour la présentation, cette fois, du M2. Merci Romain, merci comme chaque année d'accepter de faire la présentation générale que tu maîtrises beaucoup mieux que moi. Bonjour à toutes et à tous. Alors pour ma part, je vais vous parler du Master de droit de l'enfance et de la famille.
dont je suis la directrice. Alors, ce Master 2 droit de l'enfance et de la famille, avant d'entrer dans le détail, euh, quelques mots pour vous dire qu'il a été créé dans le cadre d'une chaire de recherche qui s'appelle la chaire Enfance et famille, parce qu'en fait, il a la particularité d'avoir été créé à partir de nos sujets de recherche. C'est-à-dire que, au sein du centre de recherche de la faculté de droit, qui est le C3RD, le centre de recherche sur les relations entre les risques et le droit, donc il y a une chaire de recherche qui s'est appelée pendant longtemps Droit et intérêt supérieur de l'enfant et qui s'appelle chaire Enfance et famille depuis 2019, dans laquelle nous sommes un certain nombre de chercheurs, d'enseignants et de chercheurs. Et à partir de nos sujets de recherche, eh bien, on a été amené à rencontrer évidemment des magistrats, des avocats, des professionnels du département, de l'action sociale, etc., qui nous ont fait remonter un vrai déficit de formation des professionnels dans le champ du droit de l'enfance et de la famille. Et d'ailleurs, pour celles et ceux d'entre vous qui sont intéressés par le droit de l'enfance, vous avez déjà dû faire quelques recherches, j'imagine, et vous rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup de masters, pour ne pas dire pas du tout, équivalents en droit de l'enfance. Il y en a quelques-uns en droit de la famille, mais le droit de l'enfance, c'est vraiment un champ qui est relativement nouveau et pourtant dans lequel il y a d'énormes besoins, d'où la raison de la création de ce master. Alors effectivement, on peut passer aux objectifs de la formation. Eh bien, évidemment, il s'agit en premier lieu de se spécialiser en droit de l'enfance et en droit de la famille. Alors normalement, du droit de la famille, vous en avez toutes et tous fait en première année généralement de licence. Donc là, il s'agira d'approfondir vos connaissances et puis de les mettre à jour, hein, puisque fort heureusement, la loi évolue, ce qui nécessite quelques actualisations. Quant au droit de l'enfance, alors pour ceux d'entre vous qui viennent de la faculté de droit de l'Université catholique de Lille, vous avez probablement fait du droit de l'enfant en licence 2, en tout cas je l'espère, hein. Pour ceux qui viennent de l'extérieur, c'est une matière qu'on retrouve très peu dans les programmes de formation, donc c'est l'occasion de découvrir le droit de l'enfance et de se spécialiser. Donc, il s'agit ensuite, toujours au titre des objectifs de formation, d'envisager les problèmes liés à l'enfance et aux familles dans leurs multiples dimensions et sous l'angle des différentes disciplines. Alors, pour parler très concrètement, la réglementation des masters en France nous oblige à rattacher nos mentions de master à un parcours, donc ou plus exactement nos parcours à une mention. Donc, le parcours au droit de l'enfance et de la famille est rattaché à la mention droit privé et sciences criminelles, mais en réalité, le droit de l'enfance, ça n'est pas que du droit privé. Et d'ailleurs, chaque année, il y a des publicistes qui intègrent ce master dans la mesure où le droit de l'enfance, ne serait-ce que la protection de l'enfance, il y a un volet de droit public, droit administratif et un volet judiciaire lorsque le juge des enfants est saisi en assistance éducative. Et puis évidemment, notre droit de l'enfance en France, il est hérité du droit international et du droit européen des droits de l'homme, à commencer par la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989. Donc on est bien au-delà de la division classique entre droit privé et droit public qui n'a pas vraiment de sens quand on s'intéresse aux enfants. Et puis par ailleurs, s'intéresser aux problématiques qui concernent les enfants et leurs familles, ça n'est pas que faire du droit, bien évidemment. Si vous faites un jour du droit fiscal ou du droit des contrats, j'imagine que vous resterez très juridique. Si vous faites du droit de l'enfance, évidemment, il faudra aller échanger avec des psychologues, avec des pédopsychiatres, avec des médecins de la protection maternelle et infantile, avec des sociologues, etc. Et donc, ce master vise aussi à s'ouvrir à ces différentes disciplines afin donc de préparer au mieux l'exercice des différentes professions que vous pourrez exercer en lien avec les enfants et leurs familles et sur lesquelles je reviendrai dans quelques instants au titre des débouchés. Et puis, bien sûr, il s'agit d'être en capacité dans votre future pratique professionnelle, bien de respecter les droits de l'enfant, c'est quand même la base, bien évidemment, mais également de faire primer l'intérêt supérieur et les besoins de l'enfant en toutes circonstances, puisque ce sera l'absolue priorité, cet intérêt supérieur de l'enfant. Alors ensuite, diapositive suivante, s'il vous plaît. Au titre des débouchés, alors évidemment, il y a les classiques du droit, magistrat, avocat. Évidemment, magistrat, on pense prioritairement aux juges aux affaires familiales et aux juges des enfants, bien évidemment.
chaque année, j'ai des étudiants qui me disent qu'ils veulent être juges d'instruction ou plutôt sur le volet pénal. Moi, je vous conseillerais plutôt dans ce cas de faire un master droit de la matière pénale si vous voulez vraiment vous spécialiser dans la magistrature en droit pénal. Après, il y a la possibilité aussi pour les magistrats d'être substitut du procureur de la République en charge des mineurs. Et là, effectivement, le master 2 droit de l'enfance et de la famille va présenter un intérêt. Évidemment aussi avocat en droit des mineurs. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement? Ça va être défendre des mineurs délinquants, défendre des mineurs victimes, accompagner les enfants dans les procédures d'assistance éducative devant le juge des enfants, c'est-à-dire lorsque ces enfants sont en situation de danger. Accompagner aussi les enfants dans le cadre des procédures devant le juge aux affaires familiales lorsqu'il y a des séparations parentales. Et puis, bien sûr, ce n'est pas avocat que des enfants, mais ça peut être aussi des époux, des personnes qui se séparent devant le juge aux affaires familiales quand la séparation est conflictuelle, ou encore des parents en assistance éducative ou devant le juge aux affaires familiales quand leur enfant est en danger ou bien lorsqu'il y a des décisions à prendre le concernant. Donc ça, c'est un peu pour les métiers et carrières classiques qui ne sont pas propres au master de droit de l'enfance et de la famille. Après, il y a tout un pan de métiers qui sont moins connus des étudiants en licence de droit parce qu'on en parle moins. Alors, il y a notamment tous les métiers de l'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance, c'est un service du département qui est en charge de la protection des enfants en danger ou risquant de l'être. On peut être cadre à l'aide sociale à l'enfance en ayant fait ce master de droit de l'enfance et de la famille. Également les métiers de la protection maternelle et infantile. Donc la PMI, c'est un service qui est dirigé par un médecin, mais qui vise une prise en charge de l'enfant jusqu'à 6 ans et de ses parents dans de multiples dimensions. Il y a également les métiers de la protection judiciaire de la jeunesse. Alors chaque année, on a des étudiants qui passent le concours de la PJJ, c'est un concours national comme pour entrer à l'École nationale de la magistrature. Donc, il y a le concours des éducateurs et chaque année, on a des étudiants qui réussissent ce concours et qui sont très bien classés. Et puis, il y a le concours des directeurs de la PJJ. Alors, cette année, il était quand même très difficile puisqu'il n'y a eu que 11 admis à l'externe. Et sur les 11 admis, eh bien, il y en a 2 qui viennent du Master 2 droit de l'enfance et de la famille. Donc, c'est une petite fierté pour nous. Évidemment, il y a également tout le secteur associatif. En droit de l'enfance, c'est un secteur associatif qui est extrêmement développé pour la protection des enfants, pour la défense des enfants victimes. Un secteur qui recrute bien évidemment des juristes. Et puis pour ceux qui ont une appétence vers les organisations internationales et européennes, c'est possible également. Moi, par exemple, j'ai été expert au sein du Conseil de l'Europe à la division des droits de l'enfant. Il y a également le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies qui recrute des juristes en droit de l'enfant. Donc, on peut aller au-delà des frontières françaises. Alors, diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, ce master de droit de l'enfance et de la famille, il est construit de telle manière qu'il n'y a pas de cours à choisir ou d'options. Tous les enseignements sont obligatoires. Alors, on va d'abord avoir 3 modules assez théoriques, qui sont assez classiques et plus proches de ce que vous connaissez en licence. Donc, un module droit de la famille avec des cours sur le couple, sur la filiation, sur l'autorité parentale. Un module droit pénal des mineurs et de la famille avec des cours de droit pénal des mineurs délinquants, droit pénal des mineurs victimes, droit pénal de la famille, etc. Et un module protection des personnes et des droits fondamentaux, donc notamment le droit des mineurs protégés et le droit des majeurs protégés. Ensuite, on va avoir un module de pratique professionnelle et institutionnelle qui vise à découvrir les métiers concrets qu'il est possible d'exercer en lien avec les enfants et leurs familles. Donc, il y a 9 séminaires de 8 heures qui sont animés par des juges aux affaires familiales, des juges des enfants, des avocats, des parquets mineurs, par l'aide sociale à l'enfance, par la brigade des mineurs de Lille également, par la protection maternelle et infantile, par la protection judiciaire de la jeunesse, et qui visent donc à découvrir concrètement les métiers du droit de l'enfance et de la famille. Il y a également dans ce cadre de ce module un séminaire droit en action. Donc, ce séminaire droit en action, on le retrouve dans tous les masters, je crois, à la FLD. Pour notre master de droit de l'enfance et de la famille, il s'agit d'un séminaire protection de l'enfance qui va vous amener à travailler sur des dossiers réels qui ont été anonymisés, bien sûr,
et vous positionner en tant que professionnel. Quelles seraient les décisions que vous prendriez pour accompagner telle ou telle famille ou tel enfant? Ensuite, on aura un module d'ouverture donc qui comporte des disciplines non juridiques. Donc, il y a quand même 20% des enseignements qui ne sont pas en droit dans ce master, avec des cours de psychologie de l'enfant et de l'adolescent, de développement des enfants, des cours de psychopathologie, des cours de dysfonctionnement parentaux, cours de sociologie de la famille, d'éthique, de bioéthique de l'enfance et de la famille. Bref, toutes ces matières qui sont utiles pour comprendre comment grandit un enfant, comment devrait grandir un enfant et comment ça se passe quand il ne grandit pas de la meilleure façon pour lui. Également un module d'initiation à la recherche qui conduit chaque année la promotion du Master 2 à organiser son propre colloque. Alors, par exemple, cette année, le colloque des étudiants aura lieu le 13 avril 2024. Je répète la date parce que c'est absolument essentiel que vous puissiez être là pour faire leur connaissance et, et voir comment s'organise leur colloque le 13 avril donc 2024. Et le colloque portera sur l'enfant et les violences intrafamiliales. Donc, n'hésitez pas à venir à cet événement. Et puis ensuite, un module de fin d'études qui comprend assez classiquement un stage d'une durée de 2 à 5 mois, ainsi que la rédaction d'un mémoire de recherche. Diapo suivante. Quels sont les atouts pédagogiques de ce Master 2? Eh bien, au-delà de l'ensemble des matières que j'ai déjà pu évoquer, on peut signaler que notre équipe pédagogique, elle est composée à plus de 80% d'enseignants qui ont une pratique professionnelle dans le champ de l'enfance et de la famille. Donc, ce qui vous donne vraiment une approche très concrète des situations, avec également cette ouverture aux disciplines non juridiques. Et puis, chaque année, on organise 10 à 12 conférences sur l'année dans le champ de l'enfance et de la famille qui sont organisées en fonction de l'actualité et qui vont susciter l'éveil et la réflexion des étudiants sur des sujets de société. Alors, par exemple, au moment de la Covid, on a eu des conférences sur la vaccination des enfants, sur faut-il rendre obligatoire la vaccination. Là, cette année, par exemple, on a des conférences sur la prostitution des enfants, sur la prise en charge des mineurs non accompagnés, sur l'incarcération des mineurs, sur l'instrumentalisation de l'enfant par ses parents, sur les violences sexuelles dont sont victimes les enfants. On en a eu également sur le déni de grossesse. Voilà, tout un tas de conférences. On en est depuis l'ouverture du master, on en a eu plus d'une cinquantaine maintenant, qui vous permettent de voir autre chose que simplement des cours de droit. Ensuite, diapo suivante, s'il vous plaît, les atouts dans l'accompagnement vers le projet professionnel. Bon, il y a déjà ces 9 séminaires de professionnalisation d'une durée de 8 heures qui sont dispensés par des professionnels de l'enfance et de la famille qui vont vous donner une vision très concrète et qui vont vous montrer un petit peu la nécessité d'adopter une approche partenariale. Par exemple, quand on est juge des enfants, évidemment que les décisions, on ne les prend pas tout seul dans son cabinet. On a besoin de l'apport des éducateurs, de l'apport des psychologues, etc. Ensuite, il y a des mises en situation pratiques avec des jeux de rôle et des simulations à partir de dossiers réels sur lesquels vous travaillerez avec des professionnels. Il y a également des journées d'immersion et des observations sur le terrain. Alors, par exemple, la visite de l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Kievrechin, qui est organisée chaque année au profit des étudiants. Et puis, bien sûr, la préparation des concours et le stage avec l'accompagnement de notre Career Center. Pour terminer, une question que les candidats, pardon, me posent toujours. Qu'est-ce qui fait qu'on a des chances d'être pris dans le Master droit de l'enfance et de la famille? Donc, quelles sont les qualités et les compétences que je dois avoir si je souhaite être pris dans le Master droit de l'enfance et de la famille? Au-delà, bien sûr, des notes, vous doutez que les notes en droit de la famille, en droit pénal, général, en droit des personnes sont évidemment importantes, au-delà des stages que vous avez pu effectuer, au-delà de vos expériences personnelles, professionnelles et associatives, plusieurs critères qui sont vraiment indispensables.
Premièrement, je suis ouvert d'esprit et j'aime débattre, hein, puisqu'on est sur des sujets quand même qui sont des sujets de société, des sujets assez sensibles, hein. Lorsqu'on parle par exemple de l'ectogenèse, donc cette possibilité qui sera mise en œuvre dans quelques dizaines d'années maintenant, qui pourra l'être, en tout cas, on verra quelle sera la loi à ce moment-là, mais de fabriquer un enfant en dehors du corps humain, par exemple, ou la possibilité aujourd'hui pour un enfant d'avoir 3 ADN, ça pose des questions concrètes. Donc, il faut être en capacité de débattre en étant ouvert d'esprit. Également, je suis curieux et je me tiens très régulièrement informée de l'actualité. En droit de l'enfance, il se passe des choses chaque jour. Encore aujourd'hui, par exemple, dans son discours de politique générale, notre Premier ministre a dit qu'il voulait introduire des travaux d'intérêt éducatif pour les mineurs délinquants. Tous les jours, il se passe des choses, il faut absolument être informé de l'actualité et aimer s'informer pour intégrer ce master. Ensuite, il faut aimer le travail en groupe. C'est pas une spécificité au master 2 en femmes, comme on dit pour les intimes, mais vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de travaux en groupe. Et puis, tout globalement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Donc, il ne faut pas être effrayé par la charge de travail. Et je préfère vous le dire dès à présent pour que vous candidatiez, le cas échéant, en toute connaissance de cause. Il y a une énorme charge de travail au sein de ce master, notamment. Également, il faut avoir un goût pour la recherche juridique. Et enfin, et ça vraiment, je terminerai par là et j'insiste, il faut avoir envie de s'investir dans des projets solidaires. Notamment, les étudiants du Master 2 droit de l'enfance et de la famille ont créé depuis 5 ans une association qui s'appelle l'association Estia, qui n'est pas une simple association étudiante, mais qui véritablement vise à mettre en œuvre des projets solidaires au profit des enfants défavorisés. Nos étudiants sont extrêmement investis, ils font des heures et des heures de bénévolat. Moi, je suis extrêmement fière et admirative de leur engagement et c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi dans la sélection des candidatures, de voir que les étudiants sont prêts à s'investir. Juste une dernière chose que j'ai oublié de dire et après je rends la parole promis, une spécificité pour la phase de candidature dans le master 1 droit privé et sciences criminelles, parcours droit de l'enfance et de la famille, c'est qu'il y a un test de connaissances qui est organisé. Alors, toutes les modalités vous seront communiquées en temps utile. L'année dernière, ça avait lieu début mai, mais c'est un QCM de connaissances en culture générale, culture juridique et en tout ce qui concerne la protection de l'enfance et le droit de la famille. Et la note obtenue est prise en compte dans la sélection. Voilà, je laisse la parole à mes collègues et je me tiens à votre disposition tout à l'heure pour les questions. Merci, merci Blandine pour ta, Merci, Blandine. pour ta présentation. Euh, en fait, je me permets juste de dire, j'ai vu une main qui se lève, qui s'est levée. On va peut-être répondre aux questions hein, à la fin, lorsque vous aurez peut-être des questions sur les modalités de sélection, sur la façon dont s'organisent les études, les cours proposés, etc., etc. Voilà, on va se réserver un temps le plus long possible pour à la fin. Je pense que ça sera peut-être le plus simple. Donc moi, je suis, après vous avoir présenté le Master 1, donc cette plateforme pédagogique, cette fois, je prends ma casquette de responsable de Master 2, cette fois, et donc responsable du Master 2, droit et contentieux privé. Alors, ce Master 2, c'est peut-être le plus, en tout cas dans l'aspect droit privé, hein, j'entends, c'est probablement le plus généraliste de celui qui est proposé à l'Université catholique de Lille. Moi, j'ai pas mal, hein, et attention, je trouve que la spécialisation en droit de l'enfant, en droit pénal, voilà, c'est très bien. Attention, il n'y a aucun jugement de valeur dans ce que je dis. Mais ça peut peut-être faire peur à certains, et je le sais parce que pour être au contact des étudiants, ils me disent, moi, je ne sais pas encore si je me sens être ultra spécialisé en droit fiscal ou en droit de la santé. Je préfère me laisser la possibilité d'avoir certaines portes qui me sont ouvertes en maintenant donc un enseignement relativement général en droit privé. Je pense que c'est ce Master 2, c'est à ce besoin, alors pas le seul, hein, je pense, j'espère en tout cas, mais c'est pas, c'est entre autres à ce besoin que répond cette offre de formation en M2.
En M2, pourquoi? Parce que vous allez déjà approfondir. Vous allez déjà commencer, c'est un gros morceau, par approfondir ce que vous savez a priori déjà, ce que vous avez donc déjà étudié, alors en L1 un petit peu, mais surtout en L2, en L3 et pourquoi pas même en Master 1. Donc, vous allez refaire de la responsabilité civile, vous allez refaire du droit des contrats, vous allez refaire donc toutes les matières les plus classiques, hein, disons, du droit civil, du droit privé. Outre les matières de fond, vous allez encore approfondir d'autres choses ou alors vous allez les découvrir, hein, ça dépend de vos parcours respectifs, d'où vous venez, quelles ont été vos diverses formations avant d'arriver en M2. Vous allez faire ou refaire de la procédure civile, vous allez faire ou refaire du droit de la preuve, vous allez étudier entre autres les MARD, hein, à savoir mode alternatif de règlement des différends, et on va vous parler technique d'appel, technique de cassation. Donc voilà. On approfondit les matières de fond, que vous avez tous déjà fait. On va également approfondir ou développer en tout cas vos connaissances procédurales. Ensuite, on va également remettre l'accent sur certaines matières qui ne sont ni du droit civil, ni du droit ni des matières de procédure, mais qui sont néanmoins utiles, très utiles. Pourquoi? Parce enfin, en entendre parler en Master 2, ça vous fera ça de moins à réviser lorsque vous passerez soit le barreau, soit le NM, par exemple. Je pense aux libertés fondamentales qui est une matière évidemment de choix lorsqu'on veut passer le CRFPA, le DIP, à savoir le droit international privé, ou alors une matière que j'ai voulu absolument introduire dans ce Master 2, à savoir la culture générale et compréhension du monde contemporain. Alors là, cette matière est enseignée par quelqu'un qui n'est pas juriste, tout simplement, mais qui a l'habitude d'enseigner la culture générale, pour tout vous dire, dans les prépas eux-mêmes. Et donc, il mêle théorie, philosophie, voilà. Il va bien au-delà du droit pour justement vous faire prendre un petit peu de hauteur. Je vous le dis tout de suite, c'est pas le cours le plus facile parce que c'est un cours qui n'est pas, enfin, qui est un peu un ovni dans un parcours juridique, disons, et qui néanmoins est très exigeant. Vous n'allez pas faire qu'approfondir les choses, sinon ce ne serait pas drôle, vous allez également découvrir de nouvelles matières. Nouvelles matières qui vous ont pas ou peu été enseignées lors des 4 premières années. Je suis certain que pas beaucoup ont déjà étudié la réparation du préjudice corporel, pourtant c'est une matière essentielle lorsque, en tout cas, on veut avoir cette corde à son arc. Idem pour le droit de l'immobilier et de la construction. Pareil pour le droit du surendettement, j'aurais pu ajouter le droit des biens, par exemple. Tout ça, pour l'instant, vous ne vous posez pas de questions, comme ma collègue en enfant. Tout ça, ce sont des matières obligatoires. Donc, vous n'avez pas la possibilité là de choisir. Autant on vous laisse en Master 1, droit contentieux privé, vous avez un large choix qui vous est proposé en M1. En M2, c'est beaucoup moins le cas. C'est beaucoup moins le cas puisque finalement, vous n'avez une marge de liberté que pour choisir, et c'est la dernière chose qui apparaît à l'écran, un axe de spécialisation annuel. Cet axe de spécialisation annuel, par semestre, c'est quoi? C'est 20 heures de cours et c'est 8 heures de séminaire et de mise en pratique. Donc, ces 20 heures de cours et ces 8 heures de séminaire de mise en pratique, vous allez les choisir dans l'un des 3 axes qui vous sont proposés. Soit le droit des personnes et de la famille, soit le droit et la procédure pénale, soit le droit commercial et le droit des affaires. Donc, c'est ce qui va déjà orienter hein, aussi votre parcours. Vous voulez être avocat pénaliste, vous voulez être davantage orienté en droit à la famille sans pour autant faire un master 2 en femme. Vous voulez finalement, vous avez un gré, vous avez bien aimé le droit commercial en M1 ou en L3, vous allez pouvoir en refaire là dans le cadre de cet axe de spécialisation. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, évidemment, on est en M2. On est en M2, donc ça veut dire qu'on ne va pas faire que de la théorie. On ne va pas faire que de la théorie. Pour tout vous dire, l'équipe pédagogique, elle est composée à peu près 50-50. 50%, enfin une moitié des enseignants dans le M2 droit contentieux privé sont des universitaires, donc correspondent au canon, au classique que vous connaissez déjà. D'autres, l'autre moitié, disons, sont des professionnels. Donc cette année, il y a à peu près 4-5 avocats.
tout autant de magistrats, qu'ils soient du siège ou du parquet, un commissaire de justice qui enseigne la déontologie de sa profession et le droit des procédures civiles d'exécution, par exemple. Donc forcément, puisqu'on intègre très largement, hein, quand même, à hauteur de la moitié, les professionnels, ça veut dire que aussitôt, ça va se répercuter dans les enseignements. Un magistrat ou un avocat, il ne va pas vous faire un cours classique, grand 1 condition, grand 2 effet. Voilà, il n'est pas là pour ça. Il est là pour vous initier notamment à la pratique de sa profession. Donc, existe en Master 2 des cours de pratique de la magistrature dispensés par des magistrats, pratique du barreau dispensée par, évidemment, des avocats. Donc, quelles sont les règles applicables dans une audience? Quelle est la déontologie de l'avocat? Même chose pour le magistrat, etc., etc. Il y a également un cours semestriel, enfin c'est uniquement au S1, pratique des autres professions judiciaires. Alors cette année, alors sur le slide, c'est indiqué greffier, commissaire de justice. Cette année, j'ai demandé à un commissaire de justice de venir parler de sa profession. Et je pense, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas l'année prochaine. Donc a priori, ce sera toujours, hein, le même ancien huissier de justice, désormais commissaire de justice, qui interviendra. Ah, donc, tout ça, c'est également obligatoire. Les cours de mise en pratique sont obligatoires. À ces cours obligatoires, on ajoute un module facultatif, donc purement facultatif cette fois, sur inscription de l'étudiant. Alors, de façon donc tout à fait facultative, rien ne l'oblige, vous pouvez vous inscrire à ce module qui va vous initier à la préparation aux épreuves soit du barreau, du CRFPA, soit de l'ENM, de l'École nationale de la magistrature. Donc, il s'agit par semestre, j'entends, d'une épreuve écrite, donc accès droit des obligations pour le barreau, accès culture générale pour l'ENM, une note de synthèse avec une méthodologie dédiée. Donc, c'est un avocat qui enseigne la note de synthèse CRFPA, c'est un magistrat qui enseigne la note de synthèse ENM, et une simulation grand oral, hein, devant un jury. Vous êtes mis en condition de passer le grand oral qui du CRFPA, qui de la magistrature. Vous obtenez des notes, donc une note à l'épreuve écrite, une note à la note de synthèse, une note de grand O. Ces notes sont purement indicatives. Donc généralement, pour tout vous dire, les notes ne sont pas très très élevées, notamment en grand oral. Ne vous inquiétez pas, vous êtes là pour apprendre, vous ne savez pas faire, c'est normal. Mais voilà, vous êtes là, enfin voilà, c'est uniquement une initiation à la prépa. Alors attention, ce Master 2 est un Master 2. Ce Master 2 n'est pas une prépa. Ce Master 2, ce n'est pas une prépa à barreau, ce n'est pas une prépa magistrature. Ce Master 2, il est là pour vous emmener jusqu'au Bac+5 et vous délivrer un diplôme en droit privé. On s'arrête là. Ce que vous voulez faire après de ce diplôme, libre à vous de choisir. Voilà. Mais en revanche, c'est un module simplement, et j'insiste, hein, d'initiation à la prépa. Si vous vous inscrivez en prépa barreau ou ENM, voilà ce que vous ferez. Voilà ce que vous apprendrez. On vous mettra en situation, en grand oral, en épreuve juridique, en note de synthèse. Ça vous permet déjà un petit peu d'y goûter, un petit peu d'y toucher, disons. Le droit d'action, donc comme ma collègue vous l'a dit, c'est vrai que c'est commun à tous les Master 2 de l'université, enfin de la faculté de droit de l'Université catholique de Lille. Dans le parcours droit et contentieux privé, un semestre est dédié à un procès simulé. Donc vous avez, comme son nom l'indique, hein, on vous donne un dossier réel qui a été préalablement anonymisé, évidemment, et au choix, vous prenez soit le rôle, et puis ce dossier, pardon, vous le travaillez sur le fond. Vous avez quelques séances de coaching, à savoir de prise de coaching dans le cadre d'une prise de parole en public, de coaching qui est assuré par un avocat, d'ailleurs, qui va vous entraîner soit à plaider, soit à prendre des réquisitions, donc en tant que ministère public. Et donc, en fonction voilà, libre à vous de choisir si vous préférez le jour du procès simulé, pardon, soit plaider en défense, soit prendre des réquisitions comme si vous étiez donc praticien, comme si vous étiez au ministère public. Ça, c'est pour le premier semestre. Au deuxième semestre, vous participez à ce qu'on appelle le bus de l'accès au droit. Donc, le bus de l'accès au droit, c'est un dispositif qui, à ma connaissance, est propre et spécifique donc à la faculté de droit de la Cato. Je vous en reparlerai peut-être si vous êtes intéressé pour que je développe là-dessus. L'idée, c'est de faire des permanences en dehors de vos heures de cours
en dehors donc des murs de l'Université catholique de Lille, dans différentes villes dans lesquelles le bus de l'accès au droit donc, donne des consultations gratuites hein, avec les justiciables, coordonnées évidemment par des avocats. Donc vous faites des participations, vous en faites 3 pour vous dire par semestre, et vous à la fin du semestre, vous faites un petit rapport, disons, sur sur les apports de l'exercice, ce que vous avez vu et quels ont été les apports de l'exercice. Vous faites les deux. Donc, pour tout vous dire, alors, vous faites à la fois le procès simulé et le bus de l'accès au droit. La promo de Master 2 est coupée en deux. En gros, hein, à peu près une quinzaine d'étudiants font au OS1 le procès simulé, ils feront au OS2 le bus de l'accès au droit, et la réciproque est vraie. Ceux qui n'ont, voilà. Certains commencent par le bus de l'accès au droit OS1 et font le procès simulé OS2 avec des intervenants différents, mais finalement, ça revient un peu au même. Donc, l'idée, c'est pas de choisir, hein. Vous n'avez pas le choix, vous ferez et l'un et l'autre, soit OS1, soit OS2. Enfin, et de façon très classique, hein, le Master 2 propose, enfin non, il ne propose pas, il impose un stage de fin d'études. Alors généralement, hein, c'est soit, vu le parcours, hein, et vu, je pense que vous l'avez compris, l'aspect contentieux du M2 est quand même extrêmement présent. C'est comme ça qu'il a été construit en tout cas. Donc généralement, le stage a lieu soit en cabinet d'avocat, soit en juridiction, mais pas seulement. Là, j'ai des étudiants qui veulent faire leur stage en entreprise, juriste contentieux en entreprise, pourquoi pas. Un stage au sein d'une étude de commissaire de justice, bien entendu, pourquoi pas. Dans un greffe, aucune difficulté. Ou même dans des établissements pénitentiaires. J'ai 2 étudiantes là, qui veulent faire un stage dans un établissement pénitentiaire. Ça pose évidemment aucune difficulté. Une voie recherche également, je ne vais pas développer là-dessus, je pense que peut-être, si vous avez des questions là-dessus, vous permet dans ce cas d'avoir moins de cours dans le cadre de ce Master 2 et de développer dans ce cas un mémoire beaucoup plus, enfin, dont les exigences académiques sont nettement développées et donc de vous orienter, pourquoi pas, vers la poursuite en doctorat après votre Master 2. J'ai oublié, là, c'est vrai, sur la slide, évidemment, je ne l'ai pas indiqué, mais bien entendu, qu'il s'agisse d'un mémoire de voie recherche ou de voie pro, à la fin du Master 2, un mémoire est systématiquement sollicité de la part des étudiants. Et il ne donne pas lieu à soutenance orale, sauf pour la voie recherche. Voilà. Dernière chose à vous dire, je pense que vous l'avez compris, que c'est vrai que c'est un Master 2 général. C'est vrai que vous allez ne pas vous enfermer. Mais en même temps, ça veut dire que vous ne serez peut-être moins spécialisé que d'autres étudiants qui sortent de d'autres Master 2. C'est le pendant. Mais en tout cas, ce qui est certain, je pense que vous l'avez compris, l'aspect contentieux est extrêmement développé, ce qui fait que la plupart, pas tous, mais la plupart des étudiants qui s'orientent dans ce parcours se dirige vers la robe noire, hein. Alors, la robe noire de l'avocat, la robe noire du magistrat, voilà, je ne sais pas, ça dépend. Mais généralement, c'est vrai que c'est quand même les professions d'avocat, de magistrat, de l'ordre judiciaire qui sont le plus prisées, qui sont l'objectif de la plupart des étudiants. Alors, pas seulement, hein, comme je vous l'ai dit, puisque certains souhaitent, pourquoi pas, poursuivre en thèse, puisque c'est l'autre indication. On peut hein, également, ce master prépare également à la recherche fondamentale, ou d'autres également préfèrent rejoindre le secteur privé et être juriste dans une entreprise privée au service contentieux notamment d'une banque, d'une compagnie d'assurance, etc. Donc, faut pas vous fermer les portes. Voilà. Évidemment, profession juridique et judiciaire, bien entendu, mais également d'autres professions. Il n'y a pas que la robe noire dans la vie, il n'y a pas, et ce master ne mène pas qu'à ces professions. Voilà, je vous remercie de votre attention et bien entendu, je resterai tout à fait disponible pour répondre à vos questions. Bonjour à tous, je pense que c'est à moi. Merci, merci Romain, parce que tu as introduit habilement mon sujet. Donc, je me présente, Kenza Le Saffre, je suis responsable du master droit et pratique du notariat, qui pour le coup est un master très spécialisé. Le master droit et pratique du notariat a vu le jour à cette rentrée. Et précédemment, nous avions une formule profession juridique et judiciaire qui était beaucoup plus généraliste, on va dire.
Nous avons fait le choix de retravailler l'offre de formation pour, en tout cas, les notaires et de proposer quelque chose de beaucoup plus spécifique et plus adapté aux métiers auxquels se destinent les étudiants de ce parcours. Alors, ce master, il est ouvert à tous les étudiants qui sont titulaires d'une licence en droit. Par contre, il faut bien s'entendre sur ce qu'on entend par licence en droit. On entend là, en fait, une licence générale. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que toute licence, en fait, professionnelle, ne permet pas l'accès au master puisque en fait, la licence pro est une licence qui est censée déboucher sur une professionnalisation de l'étudiant. La poursuite en master n'est pas la règle. Et par ailleurs, l'équivalence n'est pas acquise puisque pour pouvoir, en fait, les correspondances entre la licence pro et la licence classique, on considère, en tout cas notre université de conventionnement, donne l'équivalence à un bac plus 2 à la licence pro, ce qui ne permet pas en fait d'accéder à une formation master. Donc ça, c'est vraiment la condition de base pour accéder à la licence en candidatant bien sûr sur la plateforme Mon Master. Alors au niveau de l'offre en elle-même, comme je vous le disais, c'est une offre de formation qui est extrêmement spécialisée avec un programme calqué sur le métier de notaire et sur tous les aspects qu'il va pouvoir aborder avec donc le développement de compétences dans différents domaines que sont celui de l'accompagnement de la famille, celui de l'accompagnement du projet immobilier et celui de l'accompagnement de l'entreprise et du chef d'entreprise. Donc, on va avoir dans ce master des blocs de compétences, c'est-à-dire c'est pas une maquette classique comme on pourrait en rencontrer avec des matières qui se suivent. On est vraiment sur des modules qui visent en fait le développement de compétences particulières dans les différents domaines qui intéressent le notaire. À côté du développement de ces compétences très juridico-juridiques hein, dans le domaine de la famille, des successions, du divorce, des régimes matrimoniaux, puis également donc, dans la vente, l'immobilier, le droit des sociétés, l'immobilier d'entreprise, etc. À chaque fois, en fait, dans chacun de ces modules, vous avez à la fois la matière sur le fond, mais vous avez également tout l'aspect fiscal. Donc, à chaque fois qu'on étudie, par exemple, les successions et les libéralités, on va avoir toute la fiscalité qui correspond à ce volet. Pareil, lorsqu'on fait le droit des sociétés ou le droit des entreprises en difficulté, mais on va avoir tout le volet fiscal qui correspond à ce module. À côté de ces modules dans des domaines bien spécifiques, on va avoir également des unités qui concernent davantage des soft skills avec par exemple l'intervention donc de professionnels qui ne sont pas des juristes mais qui vont vous permettre de développer d'autres compétences qui sont tout aussi utiles aux notaires. C'est le cas, par exemple, d'un module sur la psychologie, donc qui concerne l'accompagnement de la personne qui est en situation de deuil, par exemple, puisque le notaire, c'est quelque part le juriste de famille qui accompagne dans tous les moments de la vie. Et donc, c'est important aussi d'avoir cet aspect-là. Donc, on a aussi un module transdisciplinaire avec de la psychologie, des, le développement d'un savoir éthique et responsable avec des choses qui sont proposées, qui sortent un petit peu du cadre de ce qu'on pourrait voir dans une maquette de master en droit classique, mais d'autres collègues proposent aussi des modules de ce type dans leur maquette. Alors, ce master, comme le master qui vous a été présenté, enfin les deux masters qui vous ont été présentés précédemment, propose également une voie recherche, c'est-à-dire que l'étudiant qui intègre ce master pour
embrasser la profession de notaire et qui finalement découvre la recherche et se dit qu'il voudrait plutôt orienter sa carrière sur la recherche et l'enseignement, eh bien, il est tout à fait possible de faire l'option recherche en master 2 et de poursuivre par la suite en thèse. Donc la voie master pro n'est pas unique dans son master, on peut tout à fait décider que voilà, on veut faire une thèse en droit des biens ou en droit des régimes matrimoniaux, en droit des successions, donc dans les thématiques de ce master. Alors, comme je vous le disais, donc les enseignements sont organisés en compétences, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on vise en fait le développement de compétences dans un secteur déterminé, mais à chaque fois avec l'intervention de professionnels, donc des notaires, mais aussi quelques avocats à la marge, pour permettre d'avoir un développement des compétences qui reste très ancré dans la pratique. Pour chaque module, on va avoir un aspect assez théorique et puis on va avoir des séminaires de mise en situation et des séminaires de recherche appliquée qui vont permettre de travailler en fait cette matière-là dans différents aspects, dans différents champs, tout en restant dans les ensembles de disciplines qui concernent le notariat. Voilà. Donc, alors, cette formation, aujourd'hui, elle a ouvert donc avec un master 1 qui a ouvert cette année, puis donc master 2, puisque c'était l'ancienne formation qui a été transformée. Donc aujourd'hui, les étudiants donc, euh, suivent ces enseignements. En master 2, nous avons également une pratique professionnelle qui va être abordée dès le premier semestre. C'est-à-dire qu'en plus des modules d'enseignement, on propose, comme dans les masters qui viennent de vous être exposés, les séminaires. Donc j'ai 2 semaines de séminaires de pratique, donc de droit en action, avec un notaire qui intervient avec un dossier en début de semaine et qui propose aux étudiants de traiter ce dossier réel sur la semaine et de faire des propositions concrètes à la fin de la semaine. Euh, donc nous avons 2 semaines avec ces notaires. Une première semaine donc, qui est faite avec un notaire dans un domaine très classique, type régime matrimoniaux ou succession. Et puis, nous proposons une 2e semaine de droit en action avec une dimension un peu différente, où là, nous avons en fait une entreprise qui intervient avec son service immobilier sur des questions, donc un service notarial, mais qui est au sein d'une entreprise, pour travailler sur des aspects plus droit des affaires, avec de la fiscalité, des choses qui sont dans des thématiques un peu différentes pour permettre à l'étudiant, avant d'aller en stage, d'expérimenter la pratique. En plus de cela, nous orientons toujours les cours sur la pratique, mais nous avons également certains cours qui consistent en un développement de compétences sur des cas concrets et pratiques et réels. C'est le cas, par exemple, cette année du droit des procédures collectives, du droit de la copropriété, où les étudiants travaillent avec le notaire qui intervient sur ce cours sur un questionnement qui nous a été soumis par l'Institut catholique de Lille sur des parcelles, enfin une répartition de copro. Et donc les étudiants en fait mettent à disposition de l'entité les connaissances qu'elles ont acquises au sein de ce cours et avec l'accompagnement de ce notaire travaillent sur ces questions-là pour proposer une résolution de ces questions dans la pratique. Donc nous avons toujours cette dimension de sens qu'on donne au contenu que les étudiants suivent dans les différents modules. Alors il y a donc bien sûr une période de stage qui est d'un minimum de 2 mois, donc les cours s'arrêtent assez tôt au mois de mai. En 2e année de master, et puis les étudiants partent en stage pour une période minimale de 2 mois pour pouvoir aborder encore plus de pratiques et mettre en application
tous les enseignements qu'ils ont pu avoir sur ces 2 années. Voilà, pour ces éléments. Donc la seule chose que je voudrais vous préciser, avant de laisser, place aux questions, c'est que c'est un master, donc un parcours droit et pratique du notariat qui se situe dans une mention de droit privé. Donc, c'est un diplôme, d'État qui est délivré, mais par contre, ce n'est pas une mention droit notarial, c'est-à-dire que la différence avec la mention droit notarial, c'est que la mention droit notarial, elle permet un accès automatique à l'INFN. Ce n'est pas le cas de notre master, c'est un master qui est un master voie professionnelle, c'est-à-dire que l'accès à l'INFN se fait sur examen du dossier et sur un entretien à l'oral qui se fait au mois de juillet pour les étudiants qui sont admis sur dossier. Donc il n'y a pas d'accès automatique. L'accès automatique étant réservé au master mention droit notarial. Nous sommes mention droit privé. Voilà, donc c'est important de le préciser pour que vous puissiez avoir tous les éléments. Donc par contre, une fois que vous êtes à l'INFN, depuis la réforme, il n'y a plus de distinction selon l'origine du parcours. Vous aurez la même diplomation à l'issue de l'INFN. Mais par contre, l'accès à l'INFN distingue encore les étudiants qui viennent d'un master droit notarial, mention droit notarial, et ceux qui viennent de tous les autres masters, mention, enfin, quelle que soit la mention d'ailleurs, hein, mention droit privé ou autre. L'avantage que nous avons, c'est que nous sommes le seul master qui n'est pas mention droit notarial, mais qui présente une spécificité, une orientation très précise, hein, sur la profession de notaire. Donc, il n'y a pas d'autres masters spécialisés dans le notariat, mention droit privé. Voilà, merci. Merci Kenza. On va pouvoir passer aux questions. Si certains ont envie de poser leurs questions en direct, n'hésitez pas. Surtout, vous pouvez prendre la parole. Si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez aussi les poser dans le chat et on y répondra. Bonsoir. Bonsoir Kenza. Bonsoir. J'ai une question sur la sélection des masters. Je souhaite savoir si on est sélectionné à partir du master 1 pour qu'au final on intègre le master 2 ou est-ce qu'on est directement sélectionné au master 1 et le master 2 suit automatiquement? Alors, qui y va? La sélection, maintenant, et c'est une sélection qui, alors ce n'est pas du tout propre à notre établissement, mais c'est à l'échelle nationale que la méthodologie est la même pour tous les établissements. La sélection a lieu en Master 1. Donc, c'est-à-dire vous obtenez votre diplôme de L3, vous posez votre candidature via la plateforme Mon Master dans diverses formations. Et en fonction des réponses, des mises en attente ou des refus, pourquoi pas, vous serez sélectionné dans un parcours. La spécificité, alors qui n'en est pas véritablement une, mais la spécificité, comme je vous l'ai indiqué, c'est qu'en Master 1, vous avez vu, il y a différents parcours. Mais chaque parcours comporte à ses propres étudiants dès le début. C'est-à-dire que si vous candidatez, par exemple, en Master 1, Enfance-Famille, par exemple, et que Blandine Malvé retient votre candidature, vous serez en Master 1, Enfance-Famille, et si vous l'obtenez, votre intégration, elle aura lieu dans le Master 2, Enfance et Famille. C'est-à-dire que en soi, voilà, vous êtes recruté par le responsable de formation pour 2 ans. À l'entrée du Master 1, vous le validez, vous faites votre Master 2 dans le parcours correspondant. Si jamais, et ça arrive fréquemment, si jamais, enfin ça arrive en tout cas, si jamais vous souhaitez changer de parcours, vous obtenez, je reprends mon exemple, vous êtes sélectionné en Master 1 Enfance-Famille, vous souhaitez faire un Master 2 différent, en droit pénal, en droit de la santé, en droit contentieux privé ou je ne sais quoi. Alors, dans ce cas, la procédure redevient sélective. Donc, c'est-à-dire que vous allez devoir
repassez par un processus de sélection et c'est le responsable du Master 2 que vous souhaitez intégrer qui retiendra ou pas votre candidature en fonction de ses effectifs et en fonction de ses propres exigences, de ses exigences personnelles. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, le Master 1, si jamais on est sélectionné, donc je reformule pour être sûr d'avoir bien compris, si jamais on est sélectionné lors du Master 1, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité qu'on intègre le Master sur 2 ans. Et si jamais on arrive à valider l'année de Master 1, c'est-à-dire que l'année de Master 2, on va la suivre automatiquement, c'est ça? Absolument. C'est tout à fait ça. D'accord. Donc pendant toute l'année de M1, c'est une sélection pour voir quels sont les étudiants qui sont les plus à même à suivre le parcours, c'est ça? Pas du tout, puisque vous avez été sélectionné à l'entrée du M1. Donc, c'est en licence que ça se joue. Après, une fois que vous êtes en M1, ce qu'il faut, c'est le valider, ce Master 1, pour avoir ensuite accès au Master 2 correspondant. Si vous validez votre M1, votre entrée, elle est acquise en M2. D'accord. Sinon, si je valide la Si section vous en validez M2. votre Master 1, votre entrée, elle est acquise dans le Master 2 qui correspond à votre Master 1. Master 1 droit pénal, Master 2 droit pénal. Master 1 droit et pratique du notariat, Master 2 droit et pratique du notariat, etc., etc. D'accord, merci. Merci D'accord? beaucoup. Je vous en prie. Bonsoir, petite question pour le master en femmes. J'avais l'intention de m'inscrire donc au DU droit et intérêt supérieur de l'enfant et je voulais savoir si au cours du master il y avait la bande passante en tout cas pour le faire et sinon quelle était la meilleure année enfin l'année la plus cohérente pour suivre ce diplôme universitaire. Alors, si vous êtes admis au sein du Master de droit de l'enfance et de la famille, ne vous inscrivez pas pour le DU droit et intérêt supérieur de l'enfant, ça n'a pas d'intérêt, puisque ce DU il est composé de 60 heures de droit et 60 heures de psychologie de l'enfant. Les 60 heures de droit, vous les aurez plus. Et pour la psychologie de l'enfant, vous aurez au total une quarantaine d'heures, donc le programme est quasiment couvert. Donc, il n'y a pas d'intérêt pour vous du tout si vous êtes admis sur ce master. En revanche, effectivement, pour les étudiants qui seraient intéressés par le droit de l'enfance et de la famille, mais qui voudraient faire un master 1 droit privé ou un master de droit pénal, par exemple, il peut être intéressant de candidater pour le DU droit et intérêt supérieur de l'enfant. Et dans ce cas, je conseillerais plutôt de le faire sur l'année de master 2. Ok, très bien, merci. Et juste dernière petite précision concernant le QCM de culture générale, etc. On sera renseigné par la fac sur quand est-ce que ça se tiendra? Oui, on en a échangé aujourd'hui avec les collègues du service communication et du service des inscriptions. Donc, ça va arriver dans les prochaines semaines. Vous serez informés à l'avance, mais vous pouvez commencer à réviser dès maintenant. Ok, merci beaucoup pour votre présentation en tout cas. Donc, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai une question, s'il vous plaît. C'est par rapport au changement de master. Quels sont les motifs acceptables pour changer de master? Par exemple, si on a fait un master 1 droit pénal, mais qu'on veut changer pour un master 2 de droit de la santé, sur quel motif peut-on se baser, s'il vous plaît? Alors, vous pouvez vous baser sur le seul et simple motif que vous avez envie de changer, si vous voulez. Après, si moi j'ai fait du pénal en Master 1, je peux très bien avoir envie de faire du droit de la santé en Master 2, pourquoi pas. Après, il faut que ça soit cohérent vis-à-vis du responsable de parcours en Master 2 et il faut que vous soyez admise. Donc, il va falloir dans ce cas que vous soyez très clair sur le pourquoi vous voulez changer, qu'est-ce qui vous a pas plu, pourquoi est-ce que ça vous a pas finalement correspondu cette année de Master 1 et qu'est-ce que vous attendez, quelles sont vos motivations donc, pour intégrer le Master 2. C'est en ce sens que ça redevient sélectif, c'est que là, l'entrée, elle n'est pas de droit. Donc, le processus redevient sélectif. Il n'est pas sélectif entre le M1 et le M2 si vous ne changez pas de parcours. Il redevient sélectif entre le M1 et le M2 si vous changez de parcours. Quels sont les motifs entendables? Beaucoup, hein. C'est à vous après de faire votre. C'est à vous
de montrer que vous êtes motivé. Mais alors attention, la motivation ne suffit pas parce que euh, enfin, je parle pour moi, je ne parle pas pour les autres, pour mes autres collègues. Les promos de Master 1 sont déjà bien remplis, honnêtement. Bien remplis, à peu près 30, enfin, 35 étudiants par Master 1. L'idée, c'est de ne pas avoir des Master 2 à 60, quoi, hein. Donc, si les 35 étudiants restent entre le M1 et le M2, vous aurez peu de chances d'être admis en Master 2, tout simplement parce qu'on ne veut pas pousser les murs et qu'on ne veut pas avoir des promos, on ne veut pas avoir des promos trop développés à 50, 60 étudiants en M2. Ce n'est pas le but d'un M2. Voilà, j'espère vous avoir répondu le D'accord. plus clairement possible. Merci beaucoup. Ça m'a aidé. Il y a Sixtine Cole qui souhaitait poser une question. Oui, c'est à propos du master, la spécialisation de notariat. J'ai pas bien compris et je voulais être sûre de ce qu'il fallait comprendre. À propos de la mention par rapport à l'inscription sur mon master, si c'était la mention droit privé qu'il fallait choisir ou notariat. C'est la mention droit privé, je crois. Alors, c'est mention droit privé, parcours, droit et pratique du notariat. D'accord. Merci beaucoup. Donc, en fait, je rebondis parce qu'il y a pas mal de questions sur le fil de discussion. Donc, comme vous le savez, en fait, il y a une réforme de l'accès au métier de notaire et à la formation à l'INFN l'année dernière. Cette réforme, en fait, elle n'a pas touché les conditions d'accès à l'INFN, elle a touché, en fait, la diplomation à l'issue de la formation à l'INFN. C'est-à-dire qu'avant, lorsqu'on rentrait par une voie pro, le diplôme était également correspondant à cette voie pro. Et quand on entrait par la voie universitaire, mention droit notarial, on avait le diplôme correspondant à cet accès-là. Tout simplement parce qu'en fait, la mention droit notarial, c'est une formation avec une maquette qui est stéréotypée et qui correspond à la première année du DSN. Donc la formation était du coup plus courte et le diplôme était différent. Aujourd'hui, l'accès à l'INFN reste euh, par le biais de ces deux voies, la voie pro et la voie classique d'accès automatique par le biais d'un master mention droit notarial. Nous ne proposons pas cette mention au sein de l'Université catholique de Lille. Nous proposons le master mention droit privé, parcours droit et pratique du notariat. Alors certes, ce n'est pas un accès automatique à l'INFN, mais nous avons toujours eu de très bonnes statistiques d'accès à l'INFN. L'année dernière, les statistiques n'étaient pas bonnes, mais à l'échelle nationale, hein, pas uniquement à l'échelle de la région, puisque pour ceux qui s'intéressent un peu à la question, nous sommes passés l'année dernière de 550 admis à l'échelle nationale par la voie pro à 320 ou 330 étudiants. Donc, automatiquement, même dans nos étudiants à nous, il y a eu une baisse du taux d'admission à l'INFN. Mais malgré tout, au sein de l'INFN, nous avons toujours eu des étudiants à nous qui ont accédé dans de très bonnes conditions. Vous avez une bonne préparation et puis vous êtes accompagné dans nos formations par le directeur de l'INFN. C'est-à-dire que le directeur de l'INFN de Lille enseigne les régimes maths, les successions, etc. au sein du master droit et pratique du notariat. Nous avons un partenariat solide avec l'INFN. Nous organisons par exemple avec l'INFN un colloque le 5 juillet sur la protection de l'adulte vulnérable en droit international privé. Donc nous avons un partenariat avec l'INFN. Les professionnels ont connaissance de notre maquette, de la qualité des enseignements et du caractère très spécialisé de notre formation qui permet vraiment de préparer au mieux les étudiants à accéder à l'INFN. Maintenant, on ne peut pas vous garantir et vous signer sur papier l'accès à l'INFN. Il n'est pas automatique et on se doit d'être dans la transparence et de vous le dire. Maintenant, si vous êtes en concurrence avec un autre master qui est moins spécialisé,
On peut espérer que la valeur ajoutée de notre diplôme, qui est ultra spécialisé en droit notarial, et David Boulanger me disait que la maquette, elle était quand même très, très intéressante, très séduisante. On peut espérer que cette formation séduise les membres du jury et que vous ayez un accès facilité par le fait de cette formation extrêmement spécialisée, comparativement à d'autres collègues qui sont dans des formations différentes. Alors, si on envisage le scénario catastrophe, parce que je l'ai envisagé avec mes étudiants qui ont intégré là le Master 1 suite aux résultats assez chaotiques à l'échelle nationale, pas que pour nous à Lille, hein, d'accès à l'INFN national. Le master droit et pratique du notariat contient tous les enseignements qui vous permettent tout à fait d'envisager une orientation vers la profession d'avocat ou autre. C'est un master en droit qui comporte beaucoup d'enseignements en droit fiscal, en droit des affaires et qui vous permet aussi d'envisager d'autres voies. Donc, il faut se rassurer par rapport à ça. Et après, je vous cache pas que le secteur du notariat est un secteur qui est actuellement en crise, ce qui peut aussi expliquer le phénomène de recrutement qui a chuté l'année dernière de manière tout à fait exceptionnelle. Pas d'autres questions? Très bien. Eh ben, merci à tous d'avoir participé à cette conférence. Et n'hésitez pas à venir nous voir directement à la faculté de droit. On a deux portes ouvertes très prochainement, donc le 3 février et le 16 mars. Voilà. Merci à tous, merci aux enseignants.